Bonjour mes chers élèves de deuxième année. Voilà, nous sommes avec l'avant-dernière leçon dont on a posé une très grande question au début de l'année, la relation entre les phénomènes géologiques d'origine interne et la tectonique des plaques. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des mouvements des plaques, il y a un phénomène qui se produit, que ce soit, comme on a vu précédemment, des volcans, des séismes. Et maintenant, on va voir une autre relation avec un autre phénomène géologique d'origine interne. Ce phénomène-là, ce sont les déformations tectoniques. Idhan ala barakatillah. Commençons, Inch'Allah. Voilà, je vais présenter en allant vers Aknul à 11 km de cela. Voilà, un paysage géologique qu'on peut trouver à droite de la route en direction d'Aknul. On constate ici que les roches sédimentaires qu'on a vu l'an dernier se présentent sous forme de strates, de couches horizontales lors de leur formation. Alors qu'ici, il n'y a plus cette disposition. On voit que les couches ne sont plus horizontales comme ils étaient déposés au début. Voilà, j'ai dessiné une ligne qui représente l'horizon. Voilà les couches parallèles horizontales, mais ici ne sont plus horizontales. Comment s'est-il passé? Quel phénomène les a transformés pour devenir comme ça inclinés? C'est ça ce qu'on peut voir pendant cette vidéo, Inch'Allah. Alors, la question ou l'observation qu'on peut observer, voilà, d'autres paysages qui montrent ces déformations. Voilà, ici, on peut voir qu'il y a une cassure, c'est-à-dire une faille. Voilà, une autre faille. Donc, ce type de déformation s'appelle déformation cassante. C'est-à-dire les roches, ils ont subi des cassures, des failles. Voilà, autre type qu'on peut rencontrer dans la nature, ce sont les déformations ductiles, bien souples. Voilà, les roches, ce sont des roches sédimentaires parce qu'ils sont parallèles, entre eux. Et voilà, on peut constater que ces roches-là ne sont plus horizontales comme ils étaient déposés au début de leur sédimentation, de formation. Donc les déformations tectoniques, on peut voir les premiers types, les déformations cassantes. Quand est-ce qu'on peut rencontrer ces déformations cassantes? C'est-à-dire lorsque les roches les plus dures et les plus résistantes subissent sous l'effet des contraintes tectoniques des déformations cassantes appelées failles. Voilà un type d'exemple de faille. Et on peut rencontrer aussi des déformations ductiles, c'est-à-dire souples. Dans ce cas-là, les roches les plus souples et moins résistantes subissent sous l'effet des contraintes tectoniques des déformations ductiles mais souples appelées plis. Comme on voit ici dans ce document-là. Alors, les déformations cassantes, commençons par voir leurs caractéristiques, différents types de déformations cassantes. Une faille normale, alors voilà, celle-là, on l'appelle faille normale. Et après, on va voir les caractéristiques ici. Voilà une faille inverse et ici une faille verticale. Alors, ici, voilà, vous voyez ici, la ligne bleue nous présente la faille. Voilà. Donc ici, une faille normale, si vous le constatez, si je vais suivre cette couche-là avec cette-là, donc celle-là, il était à ce niveau-là. Voilà. Il s'est soulevé. Il s'est éloigné de cette couche-là. Ici, la couche, par exemple, celle-là avec celle-là, celle-là, il était ici, et il s'est soulevé dans ce côté. Donc si la couche soulevée recouvre partiellement la couche qui est en bas, on parle d'une faille inverse. Si les couches et les strates s'éloignent d'eux, on parle d'une faille normale. S'il y a ici, pas d'inclinaison ici, la faille il est oblique, ici la faille il est verticale. On parle de faille verticale. Alors, pour connaître les caractéristiques du comportement de la faille, on vous propose le document suivant. Alors voilà les différentes parties de la faille. Donc, miroir de la faille, c'est-à-dire la partie qui a été normalement laissée, il a laissé ce bloc-là lorsqu'il est passé en bas, c'est-à-dire lorsqu'il y a un déplacement de ce bloc-là vers le bas, il a laissé des traces, cette partie-là laissée par le bloc qui a été abaissé, on l'appelle miroir de la faille. Et si vous avez un bloc ou bien un compartiment qui s'est soulevé et l'autre ici abaissé, et si vous avez cette distance-là représente le rejet, c'est-à-dire la distance de déplacement vertical, et ici vous avez le rejet horizontal, c'est-à-dire la distance du passage de ce bloc-là à droite. On appelle rejet horizontal.
Donc voilà, on va reprendre et comprendre. Il y a d'autres éléments qui constituent la faille. Bon, commençons par le bloc ABC. Il y a ici le bloc soulevé. Alors après, vous avez la miroir qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous avez le plan. Alors vous avez ces points-ci, ils représentent cette partie-là tout entière vers le bas. Ça s'appelle le plan de la faille. Alors ici, vous avez le rejet vertical, la distance de déplacement vertical, le bas. Et ici, le rejet horizontal. Alors après, on va résumer cela, ce qu'on vient de dire. Donc ici, vous avez comme exercice pour s'entraîner à savoir différents types de failles. On vous demande d'écrire la direction de déplacement des compartiments. Donc le déplacement, il est dans ce sens-là, donc il est comment? Vertical, oui. La surface de la faille, c'est celle-là, cette partie-là, vers le bas. Il est aussi comment? Il est oblique. Oui. Donc les couches normalement s'éloignent. Dans ce cas-là, on parle de quoi? On parle de faille normale qu'on va voir. Ici, les caractéristiques de la direction de déplacement des compartiments aussi, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire vertical. La surface, il est oblique et les couches, normalement, ils se rapprochent. Troisième type, vous avez ici, il y a éloignement, toujours les mêmes caractéristiques qu'on vient de dire, direction de déplacement des compartiments. Donc, ce sens-là, il est vertical. La surface de la faille, normalement, il est comment? La surface, normalement, il est vertical et la faille, les couches, normalement, ils s'éloignent. Donc, la faille, il est une faille verticale. Alors, voyons voir autre type. Le déplacement qu'on vient de voir tout à l'heure, le déplacement, il est, voir, je m'excuse, ce déplacement, il est vertical, que ce soit ici, ici ou ici, un déplacement. Mais ça peut arriver que, normalement, les couches de la croûte subissent un déplacement horizontal, c'est-à-dire un bloc qui va dans ce sens et l'autre il va revenir dans ce sens-là. Dans ce cas-là, on parle de décrochement. Une faille décrochement, un décrochement, voilà, l'autre sens. Alors, ce décrochement, normalement, le déplacement est horizontal, il y en a deux types de décrochement. Alors, le premier type, c'est un déplacement vers la droite, comme puis-je le savoir, c'est-à-dire le bloc qui est revenu en arrière, si je me pose ici, je regarde dans ce sens-là, il est revenu en arrière par rapport à ma droite. Donc, un décrochement dextre. Si le déplacement est vers la gauche, si je veux me tenir ici sur ce bloc-là en voyant dans ce sens-là, le bloc 1 il est revenu en arrière par rapport à ma gauche. Donc on appelle un décrochement sénestre. Alors, on résume ce qu'on vient de voir. Donc la faille verticale, mouvement vertical de compartiment surface de faille, il est vertical. Ici, voilà, on voit qu'il y a éloignement. La surface de faille oblique, les deux compartiments s'éloignent. Et ici, ils se rapprochent, donc faille inverse. Alors, les décrochements qu'on vient de voir, voilà. Donc, quel type de décrochement? Essayez de voir ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je vais me placer toujours sur le compartiment qui est avancé et je regarde dans cette direction-là. Alors, à ma droite, ce bloc il est revenu en arrière, donc on appelle un décrochement dextre, ma droite, dextre. Si le déplacement, voilà, je vais me tenir dans ce cas-là ici, je vois ici, et le déplacement du compartiment à ma gauche, donc on parle de décrochement sénestre. Alors, on résume dans ce tableau-là, ça c'est la coupe géologique de la partie de la faille indiquée. Donc ici, vous voyez qu'il y a la faille verticale, voilà ce qu'on peut voir à l'intérieur. Donc la faille verticale, ici, il s'éloigne, donc faille normale. Ici, il se rapproche, faille inverse. Ici, il y a un décrochement. Donc cette partie-là qui est avancée, celle-là, il est revenu en arrière. Je vais me tenir ici, donc à ma droite, c'est un décrochement d'est et l'autre, c'est un décrochement sénestre, déplacement vers la gauche. Alors, voyons voir ici ce qu'on vient de voir sous forme de cette petite vidéo flash. Donc, voilà ici, voyez ici la légende. On va voir la faille inverse. Regardez comment se déplace. Voilà. On voit qu'il y a des forces compressives qui vont faire rapprocher les deux blocs de part et d'autre de la faille. Donc, on parle de faille inverse. Voilà. Donc, les contraintes compressives, elles produisent des failles inverses. Pour la faille normale maintenant, il faut que les deux blocs issus de la faille s'éloignent.
voilà, les deux, ils s'éloignent, donc c'est une faille normale. Alors vous avez ici la faille normale toujours, donc les deux blocs s'éloignent. Alors pour les failles décrochement, le déplacement, je le rappelle, c'est horizontal. Donc on va voir le déplacement dans quelle direction. Donc le déplacement à ma droite, donc c'est un décrochement dextre. Voilà, je vais me tenir sur ce bloc-là qui est ici. À ma droite, il s'est déplacé celui en arrière. C'est un décrochement dextre. Et voilà. Alors maintenant, passons au deuxième type qu'on a vu au début, les déformations ductiles bien souples, appelées aussi déformations souples. Voilà. Ces déformations, je les appelle des plis. Alors maintenant, on vous demande de... Voilà. Ici, vous avez le nom de ce pli, un non-synclinal, un synclinal. On vous demande de classer les couches des deux documents selon un ordre chronologique, c'est-à-dire la couche la plus ancienne et vers la couche la plus récente. On prend celui-là, c'est l'anticlinal. On voit ici que la couche la plus ancienne est en bas. Rappelez ce qu'on a vu en première année. Les différentes parties qu'on a vues pour une couche. Si on voit des couches qui sont horizontales, qui ne sont pas déformées, la couche la plus bas, c'est la couche la plus ancienne, et celle qui est en haut, c'est la couche la plus récente. Donc la C, c'est la plus ancienne, et 1, c'est la plus récente. En passant pour le synclinal, on voit ici que la couche la plus récente, c'est X, et la plus ancienne, c'est Z. Donc lorsqu'on a ce qu'on appelle ça le cœur du pli, il est formé par la couche la plus ancienne, alors que le cœur du pli ici est formé par la couche la plus récente. Alors ici, on vous donne un exercice pour savoir ce que vous avez assimilé, ce qu'on vient de voir. Donc à partir du document donné, donnez une définition de pli en utilisant les tables suivantes, pli souple compressif. Donc sous l'action des contraintes, quelles contraintes peuvent s'exercer pour avoir des plis? Ce sont les contraintes compressives. Alors les couches de roche. Alors qu'est-ce qu'il est ici? Souple se déforme sous l'action de, sous forme de pli. Donc les forces compressives, ils vont transformer les couches de roches sédimentaires en plis. Alors, on voit différentes parties d'un pli, ce qu'on peut voir. Donc ici, vous avez un non-synclinal, ici, début d'un synclinal. Alors, commençons par la partie supérieure. Donc la charnière, c'est celle-là, cette partie-là. C'est-à-dire le maximum des couches des plis, ça ressemble ici. Deuxième, c'est cette surface-là, il est imaginaire, bien sûr. Voilà, qui est à l'intérieur. Il traverse les couches vers le bas. C'est la surface axiale. Ici, vous avez le flanc, c'est-à-dire le côté. Ici, un flanc, ici, un flanc, deuxième flanc. Ici, vous avez l'axe, c'est-à-dire l'axe de symétrie, l'axe de pli. Ici, vous avez la surface axiale du synclinal, c'est là. Donc ici, vous avez un pli, celui-là, un pli anticlinal, et celui-là, le début d'un pli synclinal. Alors, quelques types de plis qu'on peut rencontrer dans la nature. Alors, regardez, ici, vous avez la surface axiale. Il est comment? Il est vertical. Il forme un angle droit avec la surface. Donc, dans ce cas-là, alors la surface axiale est verticale. Les deux flancs, cette partie-là et cette partie-là du pli sont comment? Ils sont symétriques. Dans ce cas-là, on parle de pli droit. Alors, regardez ici la surface axiale. Là, il est presque horizontal, c'est-à-dire semi-horizontal. Alors, un des deux flancs normal et l'autre, il est inverse, celui-là. Voilà. Donc, de ce cas-là, on parle de pli couché. Alors, ici, vous avez toujours la surface axiale. Il n'est pas vertical, il n'est pas semi-horizontal, mais la surface axiale, il est comment? Il est oblique. Alors, le pondage, c'est-à-dire l'angle formé par le flanc et l'horizontal, le pondage du couché, ils sont différents. Donc, on parle de pli déjecté.
L'autre pli, regardez toujours la surface axiale, elle est oblique. L'un des deux flancs obliques, il est oblique, et l'autre, il est vertical, celui-là. Alors, on parle ici de les genoux, c'est-à-dire comme on lève notre membre inférieur et on laisse suspendu la jambe, ça se ressemble à ça, un pli genou, presque un genou. La cuisse ici et la jambe il est ici. Voilà. Alors, les différentes, ou bien déformations souples ou bien ductiles, on va résumer ce qu'on vient de voir. Alors, les couches se rapprochent du bas vers le haut, c'est-à-dire voilà, du bas vers le haut, les couches se rapprochent. Le cœur du pli est constitué par les couches les plus anciennes, on parle du pli anticlinal. Dans le cas du pli synclinal, vous avez les couches s'éloignent, si je pars du bas vers le haut, les couches s'éloignent d'eux. Le cœur, il est constitué par les couches les plus récentes. Donc, quelle est la nature des forces responsables des plis? C'est-à-dire qui va provoquer les failles inverses, failles normales, failles verticales et les plis synclinales ou anticlinales. On va voir on va faire une modélisation, ce qu'on vient de dire. Donc la modélisation, c'est quoi? C'est la conception et l'utilisation d'un modèle qui va nous essayer de faire comprendre ce qu'on vient de voir, son objectif. Alors, c'est une représentation qui simplifie pour simplifier le phénomène qu'on vient de dire. Alors, quelle est la force responsable de ces déformations tectoniques? Alors, ici, dans un aquarium, on peut mettre des couches de différentes couleurs, séparées par une planche, et on va exercer les deux forces compressives et extensives, et on va voir le résultat, qu'est-ce qu'il va donner. Donc, les débuts, donc ça, c'est le sens de déplacement de la planche, voilà, à la fin de la manipulation. Donc, le sens, si on voit de ce compartiment-là, on voit qu'il y a formation, voilà, ça c'est quoi? Ce sont des plis, et aussi, on voit qu'il y a formation des failles inverses. Dans notre compartiment ici, il y a éloignement des couches, donc c'est une faille, ce sont des failles normales. Voyons voir avec cette expérience au laboratoire pour comprendre ce qu'on vient de dire. Donc je vous propose ici de modéliser la compression à partir Voilà, de on utilise matériaux très simples, de la des farine produits des blanche, couleurs de la farine différentes marron qu'on et un va modèle qui s'appelle saupoudrer Tectodidac. à la base. Je m'excuse. Oui, Et un modèle qui s'appelle Tectodidac. Alors l'intérêt de ces deux matériaux, c'est que les couleurs sont extrêmement différentes et ça permet d'avoir des couches qui sont aisément identifiables et donc on va voir les on structures utilise des en couches, déformation. Donc dans un des premier couleurs, des temps, produits de on couleurs fait le modèle différentes. sans tasser les couches, c'est-à-dire qu'on dispose tout simplement la farine Et et le voilà. chocolat sans tasser. Voilà. Alors pourquoi? L'objectif, c'est d'avoir une déformation qui est souple, c'est-à-dire d'observer des Ce que vous plis. voyez ici, Donc une déformation qui n'est voilà. pas cassante, comme on pourrait l'observer en Ce profondeur dans la patient-là, croûte on va lors de la formation des chaînes de exercer montagne. une certaine force Donc sur ici, ces j'en suis à ma couches. troisième couche, j'en mets pas plus, pour la Voilà. simple et bonne raison que On va essayer plus la d'étaler hauteur de matériau est élevée, ces plus c'est couches-là. compliqué de pousser. Donc là, je commence la compression. Et on va exercer une On force voit ici donc compressive. une hausse Regardez du niveau, progressivement, on c'est voit normal. qu'il y a Et on voit formation. surtout la formation d'un Voilà. pli, alors on le voit bien en Et pli. surface et on Et le voit voilà, aussi voilà, dans la voilà, couche de voilà. Et chocolat. ici, voilà, Donc une le déformation début de la souple. formation Voilà, le des pli se failles forme. inverses. C'est-à-dire ces couches-là, Un il petit va voir, cisaillement on à voit droite, celle-là. j'avoue. Petite structure type faille inverse qui aurait débuté, donc je me suis arrêté avant qu'elle continue Voilà trop. un pli. Donc ici, on a bien notre Et pli. ici, des failles inverses. Donc on arrête Dans la là. Alors, en se basant sur les résultats de la manipulation du document, on va remplir le tableau suivant pour résumer ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez ce document-là. Vous avez ici numéro 1, numéro c'est la force compressive, numéro 2, force distensive. Et vous avez les figures 1, 2 et 3. Commençons par ici remplir les types de déformation. Alors, le type de déformation numéro 1, c'est quoi? Voilà, c'est un pli. Deuxième, c'est quoi? Voilà, faille inverse, très bien. Et le troisième, c'est une faille normale. Alors, quelle est la contrainte, la force qui va produire les plis? Bien sûr, pour avoir des plis, il faut qu'il y ait une force compressive. Alors ici, quelle contrainte qui va provoquer la faille inverse? Bien sûr, aussi compressive qu'on a vu ici. Et voilà, la faille normale, il faut que les couches s'éloignent, donc une force distensive, c'est-à-dire numéro 2.
Alors, dynamique des formations tectoniques. Donc, les déformations tectoniques sont généralement produites par des forces qui effectuent les couches de la croûte terrestre, souvent à orientation horizontale. Ces forces sont de deux types. Alors, compressif, il conduit à la formation des failles inverses plis, voilà qu'on vient de voir ici. Et les distensifs conduit à la formation des failles normales, comme dans cette figure-là. Merci de votre attention. J'espère que vous avez compris un petit peu. La prochaine fois, Inch'Allah. Et toujours, comme d'habitude, je vais vous laisser avec cette citation de Obama Michael. Il n'y a pas de magie dans la réussite. C'est vraiment une question de travail acharné, de choix et de persévérance. Il faut travailler, travailler, travailler. Et comme on a dit en anglais, if you don't try again, try, if you don't succeed at first, try and try again. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.